Bonjour chères étudiantes, chers étudiants. J'espère que vous allez bien avec ce confinement et que votre morale est au beau fixe. Et je vous souhaite bon courage et bonne chance pour les préparations chez vous. Alors, je vais à partir d'aujourd'hui essayer de poster des enregistrements comme celui-là. Dans lequel dans lesquels je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux, que ce soit les cours, que ce soit les exercices. Je vous demande, ou j'attends de vous, un retour en posant des questions à travers le forum sur la plateforme euh, sous l'étiquette J'ai une question. Bon, ceci dit, nous avons déjà vu lors du premier thème l'analyse du résultat et des performances, l'analyse de l'activité et des performances de l'entreprise. Et à l'occasion, nous avions évoqué le fait qu'il y avait deux grandes conceptions de l'analyse financière, une analyse fonctionnelle et une analyse financière et patrimoniale. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'analyse du bilan sous la conception, sous l'optique fonctionnelle. Donc, c'est notre deuxième thème. Essayons. Donc, l'analyse du bilan et de la structure financière de l'entreprise. Alors, l'analyse du bilan, d'une manière générale, permet d'apprécier la santé financière de l'entreprise à travers l'examen de sa structure financière, de sa solvabilité, sa liquidité et de son aptitude à faire face aux risques. En ce qui concerne la structure financière, c'est la répartition des montants entre les différentes masses, rubriques et postes, que ce soit au niveau de l'actif ou au niveau du passif. Cette répartition, c'est ce qu'on appelle la structure financière. C'est-à-dire pour un montant, par exemple, de 1 million de dirhams, à l'actif 1 million de dirhams au passif, il y a par exemple au niveau du financement permanent 400 ou 500 000, au niveau des dettes, au niveau du passif circulant par exemple 300 000, au niveau de l'actif immobilisé 600 000, etc. Donc c'est cette répartition qu'on appelle la structure financière. Alors, en ce qui concerne la solvabilité, je vous l'avais déjà expliqué, c'est l'aptitude de l'entreprise ou sa capacité à couvrir ses dettes ou son passif exigible par l'actif disponible. Est-ce que l'actif permet de couvrir le passif? Dans l'hypothèse où on va liquider l'entreprise, est-ce qu'en vendant ou en réalisant tous les éléments d'actifs, est-ce que ça nous permettrait de couvrir la totalité des passifs, en fait, la totalité des dettes? Alors pour ce qui est de la liquidité, c'est tout simplement le fait à une date donnée d'être en mesure de payer les dettes à leur échéance. Vous prenez n'importe quelle date, n'importe quelle journée, semaine, etc. Et vous allez faire le calcul de ce que vous avez comme liquidité et ce qui est arrivé à échéance, c'est-à-dire les dettes que vous devez payer à cette date. Si vous avez plus qu'il n'en faut, vous êtes dans une situation de liquidité. Si c'est le contraire, vous êtes en situation d'illiquidité. Alors, bien sûr, il y a des niveaux pour les liquidités.
Alors, l'aptitude de l'entreprise à faire face aux risques, c'est, il y a plusieurs risques. Donc, à commencer par le risque, par exemple, de tomber en situation d'illiquidité. Comment l'entreprise va-t-elle réagir pour faire face? Donc, cette aptitude, jusqu'à quel point la situation financière de l'entreprise lui permet de faire face à différents risques qui peuvent se présenter. Alors, l'analyse du bilan, donc, bien sûr, comme je vous l'ai déjà expliqué, en fonction des objectifs, on privilégiera soit l'approche fonctionnelle, soit l'approche liquidité-exigibilité. On l'appelle une approche financière et patrimoniale, donc essentiellement financière, parce que c'est une approche qui est privilégiée par les bailleurs de fonds, notamment les banquiers. Et on le verra dans le thème prochain. Je vous expliquerai plus amplement cette conception. Alors pour l'approche fonctionnelle, et bien évidemment, dans cette approche fonctionnelle, le bilan qu'on va obtenir en apportant des modifications au bilan comptable s'appelle un bilan fonctionnel. Alors ce bilan fonctionnel, il nous permet d'apprécier bien sûr la structure fonctionnelle de l'entreprise. On verra dans un moment ce que c'est que cette structure fonctionnelle, de déterminer l'équilibre financier, la comparaison des différentes masses du bilan qui sont classées par fonction. Donc les masses sont classées par fonction. D'évaluer les besoins financiers et les ressources dont dispose l'entreprise en observant le degré de couverture des emplois par les ressources. Alors, cette notion de besoin, on le verra donc quand on traitera du fonds de roulement fonctionnel, du besoin de financement, d'exploitation, besoin de financement, exploitation, etc. Donc, c'est l'étude des équilibres, des grands équilibres financiers. Donc, pour l'analyse fonctionnelle, bien évidemment, on considère que l'entreprise est une entité économique dont l'objectif principal est de produire, bien sûr, des biens et services. Et pour produire ces biens et services, vous voyez que ce qu'il y a ici en rouge, il y a l'investissement, la recherche des ressources financières nécessaires à, bien sûr, au fonctionnement de l'entreprise et la production de biens et services. Donc ce sont les trois grandes fonctions sur la base desquelles se fait la classification. Donc il y a l'activité, il y a le financement et il y a l'investissement. Donc cette analyse fonctionnelle, elle va regrouper les différentes opérations faites par l'entreprise en des opérations qui relèvent de la fonction d'exploitation, donc ce qui correspond au métier de l'entreprise. Ce que fait l'entreprise? C'est une entreprise, par exemple, d'agroalimentaire qui fabrique des produits destinés à l'alimentation, ou c'est une entreprise d'industrie, par exemple, pétrochimique, c'est une entreprise d'informatique, par exemple, de matériel informatique, etc. Donc, ça s'appelle le métier de l'entreprise. Alors, quand on parle de l'exploitation, en fait, ça vient, le mot, donc c'est assez vieux, donc en fait, c'est exploiter une idée, quand on parle d'un projet, on a une idée, et on va l'exploiter pour la faire fructifier. Et de là, bien évidemment, entre autres, est venu ce mot exploitation.
Alors, vous avez la fonction investissement. Donc, c'est une opération permettant de maintenir et de développer l'outil de production. Donc, en fait, ce qu'on appelle investissement, quand on se place au niveau de l'entreprise, ben, c'est tout simplement tout ce qui se fait au niveau de l'acquisition des moyens de production qui sont bien évidemment essentiellement les immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à l'activité de l'entreprise. Et puis, vous avez la fonction de financement, et bien évidemment, c'est donc on va chercher de l'argent, bien sûr, pour la trésorerie, parce que la trésorerie est très importante, c'est-à-dire l'argent dont on dispose au niveau pardon, de la caisse et de la banque. C'est très important parce que c'est ce qui nous permet, c'est ce qui permet à l'entreprise de fonctionner au quotidien. Et puis à côté de cela, bien évidemment, il y a aussi les autres fonctions, donc l'investissement. Pour l'investissement, on a besoin de trouver de l'argent, c'est ce qu'on fait en contractant des emprunts, par exemple, au niveau des institutions financières, notamment les banques. Alors, la logique du bilan fonctionnel, donc en partant du bilan comptable, on va faire une analyse économique de l'entreprise sur la base de ce que je viens de vous expliquer. Et les postes du bilan sont classés en masse homogène d'après leurs fonctions respectives. Ce que je viens de vous expliquer, exploitation, investissement, financement. Et on va obtenir ce qu'on appelle un bilan fonctionnel. Donc, on part d'un bilan comptable, on va le modifier. Bien évidemment, même au niveau du bilan comptable, du plan comptable marocain, il y a cette logique fonctionnelle. Déjà, il existe, mais combiné à d'autres logiques. Donc, le bilan comptable marocain est largement fonctionnel. Donc, il y a cette logique fonctionnelle, puisque, comme on va le voir, donc il y a la fonction, si vous voulez, le haut du bilan, ce sont les éléments stables. D'un côté, vous avez les financements durables. De l'autre côté, vous avez l'investissement. Et puis, à côté, en dessous, vous avez tout ce qui est circulant. Donc, l'actif circulant et le passif circulant, qui représentent l'activité d'exploitation donc de l'entreprise. Et puis, vous avez la trésorerie au niveau de donc, la trésorerie active et la trésorerie passive. Donc, au niveau de la trésorerie essentiellement passive, donc vous avez un autre type de financement qui complète le financement durable. Alors, pour ce qui est de la structure du bilan comptable, du bilan fonctionnel, le bilan comptable, bien sûr, quand il ne permet pas d'opérer une bonne lecture fonctionnelle, il demeure incomplet, il doit être complété. Donc, il est nécessaire de procéder à des retraitements et des reclassements. Donc, quand on dit reclasser, c'est tout simplement changer de place. On va changer de place pour certains éléments pour que le bilan devienne plus conforme à cette logique fonctionnelle. Retraiter, c'est recalculer, retrancher, ajouter, peut-être. Et parfois en même temps reclasser donc certains éléments pour compléter
ou pour rectifier le bilan comptable et le rendre plus fonctionnel. Donc, il est donc nécessaire de reclasser ou retraiter certaines rubriques du bilan comptable pour obtenir le bilan fonctionnel. L'analyse fonctionnelle procède au reclassement des emplois et ressources en 4 masses homogènes. Donc, ici, pour ce classement, on va obtenir donc quatre éléments. Donc, l'entreprise, en suivant cette logique, possède des ressources stables et des passifs circulants. Donc, les ressources stables, c'est le cycle long de financement. Les passifs circulants, ce sont les dettes liées au cycle d'exploitation. Les dettes, bien sûr, sont un financement. Donc, le cycle long de financement pour ce qui est des ressources stables, ça comprend le financement permanent, ça comprend les dettes sur le long terme. Et les passifs circulants sont les dettes liées à l'exploitation, sont les dettes de court terme. On se fait financer, par exemple, grâce au crédit accordé par les fournisseurs, comme on se fait financer donc dans son activité par les petites avances qui sont accordées par la banque dans le cadre des soldes créditeurs au niveau du compte bancaire. Donc, quand je dis solde créditeur, c'est solde créditeur chez l'entreprise, bien évidemment, chez la banque, vous êtes débiteur. Et la banque, même si vous n'avez pas d'argent, la banque va permettre le paiement de certaines de vos factures, par exemple. Dans ce sens, elle va vous faire un crédit pour quelques jours. Donc, ce sont des dettes circulantes. Et bien sûr, ces ressources, que ce soit les ressources stables ou les ressources circulantes, si l'on puisse dire, les passifs circulants, vont permettre de financer des emplois stables et des actifs circulants, ou des emplois circulants ou emplois de l'activité. Alors, les emplois stables, c'est le cycle long d'investissement. Alors, pourquoi on appelle un cycle long? Tout simplement parce que quand vous achetez par exemple une machine, quand vous construisez un hangar ou un atelier, quand vous installez des équipements, c'est pour plusieurs années avant de les changer. Et donc ce cycle-là, quand on met, par exemple, on installe une immobilisation, pour la retirer, installer à la place une autre, ça prend un long temps, c'est-à-dire quelques années, parfois 10, 15 ans, parfois un peu moins, mais ça prend plusieurs années. C'est le cycle long, c'est un cycle long d'investissement. Et pour les actifs circulants, c'est bien les créances liées au cycle d'exploitation, c'est-à-dire à ce que fait l'entreprise au quotidien. Ça tourne très rapidement. En général, c'est environ un trimestre. Alors voilà vous avez ici bien sûr, il n'existe pas de représentation normalisée du bilan fonctionnel. Et je vous donne ici 2 exemples de représentation condensée du bilan financier. Donc, vous avez cette présentation, vous avez les emplois, donc c'est l'actif, les ressources, c'est le passif, et au niveau de l'actif, vous avez l'actif stable, l'actif circulant qu'on ventile en actif d'exploitation et actif hors exploitation, puis vous avez la trésorerie active. De l'autre côté, au niveau des ressources, le passif, vous avez les ressources permanentes, donc les ressources permanentes, les dettes circulantes. On distingue dettes circulantes d'exploitation et dettes circulantes hors exploitation. Et puis vous avez la trésorerie passive. Alors pour l'autre représentation, c'est celle-là. Donc vous avez les emplois actifs, les ressources passives
Et ici, on va parler au niveau de l'actif des emplois stables, emplois d'exploitation, emplois hors exploitation et emplois de trésorerie. Et au niveau des ressources, vous avez les ressources stables, les ressources d'exploitation, ressources hors exploitation et les ressources de trésorerie. Alors, il faut noter une chose, c'est que même au niveau des emplois stables et des ressources stables, il se peut on peut distinguer les emplois stables d'exploitation et les emplois stables hors exploitation, les ressources stables d'exploitation et les ressources stables hors exploitation. Mais d'une manière générale, on trouve très peu, des montants dérisoires qui ne sont pas, parce que quand on parle par exemple d'emplois stables hors exploitation, c'est toutes les immobilisations dont dispose l'entreprise et qui ne sont pas directement utilisées dans son activité. Ça ne concerne pas l'activité. Par exemple, l'entreprise dispose d'un immeuble qui est destiné ou qu'elle loue, par exemple, à ses salariés. Donc, c'est pas un immeuble, ça concerne pas directement l'exploitation. Il n'est pas utilisé dans l'activité de l'entreprise, donc on peut le considérer hors exploitation. Et bien évidemment, dans la plupart des cas, cette distinction ne donne pas lieu à à des montants importants pour que soit faite cette distinction. C'est-à-dire que sur, par exemple, un ensemble ou un montant d'emploi stable, par exemple 10 millions de dirhams, vous allez trouver 100 000 ou 50 000 dirhams, voire moins, qui peut être considéré comme hors exploitation. Ça n'aura pas d'effet sur l'analyse et donc on la néglige. D'une manière générale, donc ne serait-ce que dans le cadre de ce cours, on va simplifier. Donc on va pas scinder ce que soit la première ou cette deuxième conception. Donc on va pas scinder les ressources permanentes et l'actif stable, on va pas les ventiler en exploitation et hors exploitation. Alors, pour le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel, alors le bilan fonctionnel qui va être utilisé dans l'analyse financière va retenir les montants bruts. Donc, comme vous le savez, au niveau du bilan, vous avez 3 colonnes. Une colonne au niveau bien sûr de l'actif, une colonne pour les montants bruts, une colonne pour les amortissements et provisions et une colonne pour les montants nets. Et en comptabilité, bien évidemment, on raisonne sur la troisième colonne, la colonne des montants nets. Pour le bilan fonctionnel, on va raisonner sur la base des montants bruts, c'est-à-dire la première colonne du bilan comptable. Alors, les amortissements et les provisions sont considérés comme des moyens de financement éventuels et doivent être inscrits au niveau des capitaux propres. On va les rajouter aux ressources stables. Bien évidemment, je vous ai déjà expliqué cette notion. Les amortissements et les provisions sont qualifiés de rétention de résultats ou de charges calculées. Ce ne sont pas de véritables charges. En fait, c'est
c'est un artifice comptable par lequel on va permettre de retenir une partie du résultat qui va rester dans l'entreprise afin de lui permettre de renouveler ses immobilisations. Donc, ce que vous devez retenir pour ce qui est du retraitement, c'est que les amortissements et les provisions vont être rajoutés aux capitaux propres de l'entreprise. Ils vont être rajoutés aux ressources stables. Alors, pour l'actif immobilisé, on peut, comme je vous ai déjà expliqué, le ventiler en actif immobilisé d'exploitation et actif immobilisé hors exploitation. Alors, l'actif immobilisé d'exploitation sont tous les éléments d'actifs immobilisés qui servent directement dans l'activité de l'entreprise et bien sûr l'activité qui sert dans l'exploitation de l'entreprise. Et l'actif immobilisé hors exploitation, ce sont tous les éléments d'actifs qui ne sont pas directement utilisés dans l'activité de l'entreprise. Mais d'une manière générale, nous, dans les exemples qu'on va voir, on ne fera pas la distinction entre l'actif immobilisé d'exploitation et l'actif immobilisé hors exploitation pour plusieurs raisons, dont essentiellement la raison de ne pas trop complexifier ou trop compliquer les exemples que vous aurez à traiter. Les biens et équipements acquis en crédit bail doivent être inscrits pour leur valeur initiale au niveau de l'actif immobilisé d'exploitation. Alors là, c'est un exemple type de ce qu'on appelle un retraitement. Donc en fait, les biens acquis en crédit bail, d'un point de vue comptable, ne sont pas considérés comme des immobilisations, étant donné qu'ils n'appartiennent pas à l'entreprise. Par exemple, quand une entreprise acquiert un véhicule en crédit bail, la carte grise du véhicule, donc la carte, c'est-à-dire la propriété du véhicule, est au nom, la carte grise est au nom de l'entreprise de leasing. Et bien sûr, l'entreprise qui bénéficie du véhicule ne fait que payer des loyers. C'est pour ça qu'on l'appelle crédit bail, c'est un crédit loyer. Bien évidemment, pour ce qui est d'un point de vue fonctionnel, tout se passe comme si l'entreprise, puisqu'elle va utiliser librement le véhicule pendant une certaine période, et à la fin du contrat, elle a la possibilité d'entrer en propriété du véhicule. Et donc, d'un point de vue logique, c'est exactement comme si elle a un véhicule pour lequel elle observe un amortissement sur la période d'utilisation qui est la durée du contrat de crédit bail. Alors, donc, la somme des annuités correspondant à l'amortissement qui aurait été pratiqué doivent s'inscrire au niveau des capitaux propres. C'est-à-dire, en fait, on va le voir dans un exemple, on va considérer comme si le bien acquis en crédit bail, c'est comme s'il avait été acheté par l'entreprise, et bien évidemment, la somme des annuités d'amortissement qui auraient été pratiquées donc, dans cette hypothèse vont être inscrites au niveau des capitaux propres. La différence avec la valeur d'origine doit être inscrite au niveau des dettes.
Et on va donc, je vais vous l'expliquer dans ce petit exemple. Donc, vous avez un bien acquis au début de l'exercice précédent, en crédit bail, avec une valeur d'origine égale à 2100 kg. Ce bien est amortissable sur 4 ans. C'est-à-dire la durée du contrat, c'est 4 ans. Les redevances annuelles à régler sont de 750 kg par an, soit au total, pour les 4 années, 750 fois 4, c'est 3000 kg. Donc en fait, ce qu'on paye par année, c'est 750. Si on payait mensuellement, trimestriellement, on doit ramener ça à l'année et donc on fait le calcul. Alors l'amortissement linéaire annuel, si on considère donc qu'on se met en situation où on aurait acquis l'immobilisation, donc l'amortissement qui aurait été pratiqué, c'est 525 kg par an, étant donné qu'on a considéré que le bien est amortissable sur 4 ans. Ou bien c'est la durée du contrat, c'est 4 ans. Alors pour chaque annuité, l'amortissement c'est 525 dirhams, 525 kg dirhams. Les frais financiers c'est 225 dirhams, 25 kg dirhams. C'est la différence entre la redevance donc annuelle qui est payée, 750, et 525. 750 moins 525, ça nous donne 225. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est procéder à l'intégration du bien en question au bilan. Alors, ce qu'on va mettre au bilan, en fait, si on considère ici, c'est au niveau de l'exercice précédent, donc on est en N, donc ça c'est passé, l'exercice précédent c'est N-1. Donc si on se place au 31-12N, au 31-12N, on aura donc constaté l'amortissement de N-1 et l'amortissement de N. Donc, l'amortissement qui aurait été pratiqué, c'est 525 fois 2. Ça va nous faire donc 1050. Donc, 1050 vont être inscrits au niveau du financement stable ou du financement permanent. Et la différence, c'est-à-dire nous allons faire 2100 moins 1050, ça va nous donner également 1050, c'est la moitié, pardon, ça va donner 1050. On va l'inscrire au niveau des dettes de financement. Donc c'est ça en fait, ce qui va apparaître au niveau du bilan, c'est ça. Donc d'un côté, vous avez la valeur du bien, la valeur d'origine diminuée des amortissements qui auraient été pratiqués et les amortissements qui sont inscrits au niveau du financement permanent. Donc voilà. Alors, ici c'est le détail. Donc le montant à ajouter à l'actif immobilisé et la valeur d'origine. Donc ça c'est à inscrire au niveau de l'actif immobilisé. Et au niveau du financement permanent, on rajoute l'amortissement cumulé. Donc à l'issue de la première année, c'est 525. À l'issue de la deuxième année, 1050.
à l'issue de la troisième année 1575, à l'issue de la quatrième année 2100. En fonction, si vous vous situez, comme c'est le cas ici, c'est ce que je viens de vous dire, si on est à la deuxième année d'acquisition, donc ce qu'on va retrouver au niveau du financement permanent, on va trouver 1050. Si on considère la première année N-1, c'est 525, et ainsi de suite. Et au niveau des dettes de financement, à l'issue de la première année, ce qui reste en fait à amortir comme dette, c'est 1575. Au niveau de la deuxième année, c'est 1050. La troisième année, c'est 125. Et bien évidemment, au niveau de la quatrième année, c'est comme si on avait payé la totalité de la dette et il va rester zéro. Donc ça, c'est pour le traitement. Alors, je dois signaler une chose, c'est qu'en fait, peut-être qu'on le verra dans des exemples ultérieurs, en fait, la valeur du contrat de crédit bail, il y a en général un montant, si vous voulez le montant du contrat, et il y a un autre montant, ce qu'on appelle le montant de levée d'option d'achat. C'est-à-dire que à la fin du contrat, vous payez un certain montant à l'entreprise de leasing pour pouvoir entrer en propriété du bien qui est acquis en crédit bail. Donc ça, je vais pas vous encombrer avec ça. On va peut-être, je vais peut-être vous donner un exemple, un petit exercice dans ce sens ultérieurement. Alors les frais préliminaires et les charges à répartir sur plusieurs exercices sont retenus. En fait, ce qui est retenu au niveau du bilan fonctionnel, c'est tout ce qui concerne ce qui est lié à la gestion de l'entreprise. Donc, toutes les charges qui sont liées à, qui ont une valeur managériale sont retenues, c'est-à-dire les charges à répartir sur plusieurs exercices, donc qui bien sûr, qui vont bénéficier à plusieurs exercices ultérieurs. Et les frais préliminaires, donc ce sont tous les frais qui sont engagés préalablement au démarrage de l'activité de l'entreprise. Donc, et bien sûr, qui sont des frais ou des charges qui vont permettre à l'entreprise de réaliser ultérieurement des produits. Donc ces charges, les frais préliminaires et les charges à répartir sont à retenir. Il y a d'autres charges qui n'ont pas de valeur managérielle qui doivent être éliminées. Mais pour ne pas vous compliquer la vie, on va se tenir, on s'en tient à ces éléments-là. Donc, retenez tout simplement que si on vous donne des frais préliminaires ou des charges à répartir, vous devez les retenir dans le bilan fonctionnel. Alors, bien sûr, pour les charges qui doivent être éliminées, même si je vais éviter de vous en donner. Quand il y a des charges, on vous précise qu'il y a des charges à éliminer, donc des charges à répartir à éliminer. Bien sûr, ces charges à répartir se situent au niveau de l'immobilisation en non-valeur. Donc, on va retrancher le montant au niveau de l'actif immobilisé, bien sûr, au niveau de l'immobilisation en non-valeur, et on va retirer le même montant du côté du financement permanent et plus spécialement au niveau des
capitaux propres. Pour les primes de remboursement, ils sont à retrancher des emprunts obligataires. Alors vous avez au niveau de l'actif immobilisé, vous avez les primes de remboursement des obligations et vous avez au niveau du passif, au niveau du financement permanent, les emprunts obligataires. Alors le montant des primes de remboursement, vous devez le retrancher, bien sûr l'éliminer au niveau de l'actif et le retrancher au niveau du passif, le retrancher des emprunts obligataires. Alors tout simplement, pour ces primes de remboursement, je vous rappelle tout simplement que lorsque une société émet des obligations, qui sont bien évidemment des titres de créance, pour les souscripteurs qui sont considérés comme des créanciers de la société, quand ils vont acheter les obligations, ils vont les acheter par exemple à 1000 dirhams l'obligation, et quand ils vont se faire rembourser, on leur remboursera par exemple 1200 dirhams. Alors cette différence entre le prix d'émission et le prix de remboursement s'appelle une prime de remboursement des obligations. Bien sûr, vous multipliez cette différence avec le nombre d'obligations et vous obtenez le montant à inscrire au niveau du bilan. Et évidemment, pour les obligations, il n'y a pas que ça à gagner, il y a aussi les intérêts que les détenteurs de ces obligations vont gagner chaque année durant toute la période du crédit ou de l'emprunt obligataire. Alors, pour le financement permanent, il doit inclure la totalité des provisions pour risques et charges, des amortissements et des provisions sur actifs. Alors, bien sûr, y compris les annuités de crédit bail qui correspondent à la part des annuités amorties, comme on a vu dans l'exemple précédent. Donc, toutes les provisions pour risques et charges, les amortissements et les provisions, comme on l'avait signalé au départ, parce que étant donné qu'on considère les montants d'actifs, on considère les montants bruts, évidemment, pour avoir l'équilibre, les amortissements et provisions doivent être rajoutés au niveau du passif, et bien évidemment, c'est au niveau du financement permanent. Alors, les écarts de conversion passifs constituant une ressource potentielle. Alors, les écarts ces écarts de conversion, en fait, qui constituent une ressource potentielle, là, c'est c'est à discuter parce que, en fait, les écarts de conversion, comme je vais vous l'expliquer, je vais essayer de voir. Donc, on va voir. Je vais essayer de vous expliquer cela. Donc, en fait, vous avez ici les quatre situations qui peuvent se présenter. Vous avez
l'exemple, je vais agrandir un petit peu pour mieux voir. Une dette en devise avec une valeur d'origine de 1000, au 31/12N, la valeur devient 1100. Ça veut dire que le cours a augmenté et bien sûr la dette a augmenté. Alors ce qu'on fait, on va inscrire au niveau de la dette 1100. C'est la valeur évaluée au cours du 31/12N. Et au niveau des écarts de conversion actifs, on va inscrire 100. Donc l'écart dans cette situation, l'écart de conversion actif est une baisse, c'est une augmentation de la dette. Alors, de la même chose, donc ici, ça peut être, c'est le même procédé. Ce qu'on va faire au niveau des dettes de financement, ça va être écart, écart de conversion actif au niveau de l'actif immobilisé. Et pour les dettes circulantes, ça va bien sûr être écart de conversion actif au niveau de l'actif circulant. Donc c'est pour ça que j'ai dit ici même traitement des éléments stables ou circulants. Alors si au 31/12N, la valeur est de 950, pardon, ici pour ce qui est des retraitements, excusez-moi, pour ce qui est des retraitements, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on rétablit les choses. On considère comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'on va revenir à la valeur d'origine 1000 en retranchant 100. Ici, on va faire moins 100, donc pour revenir à 1000, et ici, on va faire moins 100 pour revenir à 0. On élimine les écarts de conversion. Là, la deuxième situation, si au 31/12N, la valeur de la dette a diminué. Alors, si la valeur de la dette a diminué, ce que nous allons avoir, c'est ici, donc on va inscrire au niveau de la dette 950 et vous constaterez que au niveau des écarts de conversion passifs, c'est-à-dire mais au niveau du passif lui-même, on va inscrire 50. Donc les deux montants, la dette et l'écart de conversion la concernant, dans le cas d'une diminution de la dette, seront inscrits au niveau du passif. Alors pour ce qui est du retraitement, à la fin, ça a été déjà inscrit dans les travaux d'inventaire. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? On va rajouter 50 pour revenir à la situation, pour revenir à la situation d'origine qui est 1000, et on va éliminer moins 50 pour éliminer l'écart de conversion passif. Pour l'autre possibilité qui génère les écarts de conversion, vous avez une créance par exemple d'une valeur d'origine de 600 et au 31/12N, la valeur est devenue 500. Ce qui va se passer, on va inscrire au niveau de la créance 500, donc la nouvelle valeur qui a baissé, et au niveau de l'actif, écart de conversion actif, c'est une diminution donc de la créance, on va inscrire 100. Alors quand on va faire les retraitements, on va éliminer cette situation pour revenir à la situation d'origine. C'est-à-dire qu'on va rajouter 100 aux créances et pour que la créance redevienne 600, et on va retrancher 100 au niveau des écarts de conversion actifs, ce qui aura pour conséquence d'annuler cet écart de conversion, et bien évidemment, on revient à la situation, on ignore cet écart de conversion.
Deuxième situation pour ce qui est des créances, c'est que ça va augmenter. Donc, au lieu de 600, ça va devenir 750 parce que le cours a augmenté, le cours de change. Et donc, la créance va devenir 750 et on va inscrire au niveau du passif, écart de conversion passif, on va inscrire 150. Donc, parce que dans toutes ces écritures des écarts de conversion, ce qu'on fait, c'est que on va inscrire la dette ou la créance à la nouvelle valeur et faire en sorte que le total du bilan ne change pas. Il n'y a pas de changement. Enfin, l'équilibre, si vous voulez, du bilan ne change pas. Parce qu'on n'a ni gagné ni perdu. Et bien évidemment, là, quand vous avez l'augmentation au niveau, par exemple ici, l'augmentation de la créance, on a 150 de plus au niveau de l'actif, on va ajouter 150 au niveau du passif, et c'est comme si on l'a neutralisé, bien sûr on l'a neutralisé, et donc il n'y a pas une création de profit. Ça n'a pas généré de résultat. Alors pour ce qui est des retraitements, bien évidemment, là, la même chose qu'on va faire, c'est de revenir à la situation de départ. Donc on va retrancher 150 de la créance pour la ramener à 600 et retrancher 150 au niveau des écarts de conversion passive pour les ramener à 0. Donc, c'est comme si de rien n'était. Voilà, donc pour le traitement des écarts de conversion. Ça, pour les écarts de conversion, donc on peut éventuellement, dans certaines conditions, mais pour dans le cadre de notre cours, on va retenir seulement, donc on va éliminer tous les écarts de conversion. Donc les écarts de conversion, on va les éliminer, comme je viens de vous l'expliquer. Alors, on doit ventiler l'actif circulant, un actif circulant d'exploitation et un actif circulant hors exploitation. Bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué, toutes les opérations d'actifs qui sont en relation directe avec l'activité de l'entreprise, avec ce qu'elle fait, avec son métier, sont considérées comme un actif ou actif circulant d'exploitation. Toutes les opérations qui ne correspondent pas à ce critère sont considérées hors exploitation. Et la même chose pour le passif circulant, c'est la même définition. Et donc cette ventilation va nous permettre de calculer ce qu'on appelle le besoin de financement d'exploitation et le besoin de financement hors exploitation. On y revient dans un moment. En fait, ce qu'on appelle le besoin de financement d'exploitation ou hors exploitation, c'est tout simplement en confrontant l'actif circulant au passif circulant. Quand l'actif circulant est supérieur au passif circulant, on va parler d'un besoin de financement d'exploitation. C'est-à-dire que le passif d'exploitation ne couvre pas la totalité de l'actif circulant, et bien évidemment, on va avoir besoin de quoi financer cette différence. Alors, les valeurs mobilières de placement sont à classer soit au niveau de l'actif circulant hors exploitation si elles sont difficilement négociables, soit au niveau des disponibilités, donc la trésorerie active, si elles sont facilement négociables. Alors, ces valeurs mobilières de placement sont tout simplement des titres qui sont acquis par l'entreprise, en général par le biais
l'intermédiaire de banque ou au niveau d'intermédiaire boursier. C'est en général le cas donc, quand l'entreprise a des excès de trésorerie, elle a de l'argent disponible et elle cherche à le faire fructifier de la meilleure manière possible. Et parmi les possibilités, donc, bien sûr, l'entreprise, quand elle n'a pas de perspective d'investissement, elle ne compte pas, par exemple, élargir son activité, renouveler ses immobilisations. Elle a tout fait, donc ça fonctionne bien, mais elle a de l'excès de trésorerie. Elle va acheter ses titres et des actions, des obligations, etc., donc différents titres. Et elle les détient seulement pour gagner un peu d'argent en attendant de trouver quoi faire ou investir. Et bien sûr, ces titres, si il est très facile de les céder, c'est-à-dire ça ne demande pas de temps de les céder, euh, bien sûr de les céder à un prix raisonnable sans perdre dessus, euh, ils peuvent être considérés comme quasiment de la quasi-liquidité, c'est-à-dire comme des liquides et auquel cas on va les classer avec la trésorerie. Si c'est pas le cas, c'est de l'actif circulant hors exploitation, tout simplement parce que le fait d'acheter des actions euh, pour gagner de l'argent dessus ne fait pas partie de l'activité ordinaire de l'entreprise. C'est pour ça qu'on va le classer comme de l'actif hors exploitation. Or, après toutes euh, tous ces retraitements et reclassements, une fois obtenu notre bilan fonctionnel, on va commencer à, si vous voulez, le point de départ de l'analyse financière, c'est d'examiner les grands équilibres. Et ce qu'on appelle les grands équilibres, c'est donc de confronter les ressources stables aux emplois stables. C'est la première, donc, si vous voulez, analyse. Et ça donne lieu à ce qu'on appelle le fonds de roulement fonctionnel. Donc, le fonds de roulement fonctionnel, donc, ça compare, ça nous permet de comparer les ressources durables ou stables, donc c'est le cycle de financement, et les emplois stables qui représentent le cycle d'investissement, comme je vous l'avais expliqué en début de cours. Donc le fonds de roulement fonctionnel se calcule en retranchant la somme des emplois stables, donc l'actif immobilisé après retraitement, et des ressources durables ou ressources stables, qui sont bien sûr le financement permanent après retraitement. Ça va nous donner le fonds de roulement fonctionnel. Alors pourquoi on l'appelle fonds de roulement? Tout simplement, c'est logiquement, donc une fois qu'on a financé tout l'appareil producteur, c'est-à-dire l'actif immobilisé qui va nous servir de socle pour le fonctionnement de l'entreprise, il va nous rester de l'argent pour faire tourner notre affaire. C'est-à-dire, une fois l'entreprise elle est là, les machines sont prêtes, elles fonctionnent, on a les désinstallations et tout, et il reste pour pouvoir fonctionner, on a une somme d'argent pour faire tourner l'activité, et c'est pour ça qu'on parle de fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement fonctionnel, si on le représente, donc vous voyez ici, en vert à droite, vous avez les ressources durables ou ressources, vous pouvez parler aussi de ressources stables. Et vous avez les emplois stables, et si
Donc, la surface des rectangles représente les montants. Et bien sûr, en bleu, là, ici, vous avez cette différence qui est le fonds de roulement fonctionnel. Donc, ce fonds de roulement fonctionnel représente une ressource durable ou structurelle qui a un caractère permanent, qui est mise à la disposition de l'entreprise pour financer les besoins du cycle d'exploitation. Donc, bien évidemment, je vous le rappelle, qu'on parle de cycle d'exploitation, parce que ça tourne, on achète, on stocke, on transforme, on stocke, on vend, on récupère l'argent, on réachète, on stocke, et ainsi de suite. Et donc ça s'appelle un cycle d'exploitation. Ça tourne entre le moment où vous achetez, donc vous mettez là de l'argent pour acheter des matières premières, matières consommables, etc. Et ça se termine lorsque vous récupérez de l'argent en vendant des produits finis et rebelote, on recommence, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle de cycle d'exploitation. Il est pour l'entreprise une marge de sécurité financière destinée à financer une partie de l'actif circulant. Dans un moment, on va le voir. Son augmentation accroît les disponibilités de l'entreprise. Donc, si vous avez un grand fonds de roulement, fort probable que vous ayez un excès d'argent au niveau de votre trésorerie, c'est-à-dire au niveau de votre banque et de vos caisses. Alors, le besoin de financement global, alors on va le voir dans un moment, on va confronter le fonds de roulement fonctionnel aux besoins de financement global. Alors, pour déterminer un niveau satisfaisant, c'est-à-dire pour dire que on a un bon niveau de fonds de roulement fonctionnel, il faut examiner le besoin de financement global. Alors, le besoin de financement global, il est égal à l'actif circulant hors trésorerie, pas hors taxe, ici c'est hors trésorerie, sans la trésorerie, moins le passif circulant hors trésorerie. Donc, le besoin de financement se calcule de cette manière. Et le besoin, si vous voulez, ce même besoin de financement global peut être calculé d'une autre manière en distinguant entre l'exploitation et le hors exploitation. Donc, c'est le besoin de financement d'exploitation plus le besoin de financement hors exploitation. Et bien évidemment, le besoin de financement d'exploitation, c'est l'actif circulant hors trésorerie d'exploitation, moins le passif circulant hors trésorerie d'exploitation, et le besoin de financement hors exploitation, c'est l'actif circulant hors trésorerie hors exploitation, moins le passif circulant hors trésorerie hors exploitation. Alors, le besoin de financement d'exploitation est la partie des besoins de financement d'exploitation qui n'est pas assurée par les ressources d'exploitation. Alors, le cycle d'exploitation est constitué par les opérations d'achat, de fabrication, de vente, etc., qui va générer des flux réels et des flux financiers. Alors, les flux réels, c'est les quantités sur une période donnée de matières premières ou de marchandises ou de matières consommables qui vont défiler dans l'entreprise ou qui vont être passées dans l'entreprise, qui vont être utilisées dans l'entreprise. Et donc les flux financiers, bien évidemment, c'est des matières premières, marchandises et produits.
On va avoir des flux de produits, des flux de matières premières, matières consommables, de marchandises. Et à la sortie, on va avoir des produits, que ce soit les produits finis, des produits intermédiaires ou des produits résiduels. Alors, les flux financiers, c'est des décaissements et des encaissements. Bien évidemment, vous avez des encaissements, des décaissements, vous avez des encaissements. Les décaissements, vous faites sortir de l'argent et les encaissements, vous faites entrer de l'argent. Et entre cela, donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un décalage dans le temps entre les flux réels et les flux financiers. Donc, il va faire naître des dettes et des créances. Donc, il y a des décalages. Les décalages, c'est tout simplement, c'est que quand vous faites livrer des biens et que vous ne payez pas immédiatement, il y a naissance d'une dette. Quand vous livrez vous-même vos produits, l'entreprise va livrer des produits à ses clients, et elle ne se fait pas payer immédiatement, ça va faire naître des créances. Il y a un décalage entre le moment où vous allez mettre à la disposition, par exemple, de votre client des produits finis, et le moment où le client va vous payer. C'est un décalage dans le temps. Je mets à votre disposition, par exemple, le 1er mars, je mets à votre disposition des marchandises, je vous vends des marchandises, mais vous me payez le 31 mars à la fin du mois. Donc, il y a un décalage dans le temps. Et bien sûr, ces décalages, donc il y a un délai entre achat, production, vente. Donc, vous avez la constitution des stocks. Les stocks aussi, donc j'ai parlé des créances, mais on peut revenir ici à d'autres situations qui vont générer donc, soit des besoins, soit des ressources. Donc, vous achetez. En achetant, donc vous produisez, vous vendez. Donc, en achetant, vous allez acheter des biens et services dont il va falloir toujours stocker une partie. Donc, il y a une partie, si vous voulez, qui doit être financée, qui n'est pas immédiatement utilisée. Au moyen, vous avez toujours un stock chez vous. Et la même chose pour approvisionner vos clients et pour qu'il n'y ait pas de problème donc d'approvisionnement des clients, il faut toujours avoir un stock de sécurité. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un problème de production, le temps que vous réglez le problème, vous pouvez perdre vos clients si vous n'arrivez pas à les livrer. Donc, il va y avoir soit pour cette raison, soit pour d'autres raisons, il va y avoir des stocks qui sont constitués des stocks de produits finis. Alors, ces stocks doivent être financés, ils génèrent un besoin. Vous achetez et vous décaissez avec un certain délai, donc c'est des dettes fournisseurs, ça vous donne des ressources. Donc, le fait que les fournisseurs ne vous réclament pas l'argent immédiatement, c'est une ressource. C'est exactement comme si votre fournisseur vous prête de l'argent pour que vous achetiez chez lui. Et puis il y a le délai entre les ventes et les encaissements. Bien sûr, les délais entre les ventes et les encaissements, ça va générer des créances clients et ça va générer des besoins. Donc il va y avoir des besoins qui vont naître, des besoins de financement. Pourquoi? Parce que une partie de votre argent, elle est là, elle est bloquée chez votre client. En attendant de récupérer cet argent, vous devez trouver de l'argent pour pouvoir fonctionner. Et bien sûr, ça génère des besoins. Donc, le besoin de financement d'exploitation, c'est l'actif circulant d'exploitation, moins le passif circulant d'exploitation. Pour le besoin de financement hors exploitation, il est constitué d'éléments acycliques, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas les mêmes d'exercice en exercice. Et il n'a pas de signification économique particulière. Ce sont des opérations qui arrivent comme ça, qui sont rares,
qui peuvent se passer. Donc, ça peut être de nature commerciale comme de nature financière, mais qui ne sont pas des opérations ordinaires qui se font d'habitude par l'entreprise. Donc, ils reflètent des décisions qui peuvent avoir un caractère reproductible, mais qui ont rarement un caractère régulier prévisible. C'est par exemple, quand vous parlez d'un redressement fiscal, par exemple, ça va générer des dettes ou des créances au niveau de l'État, c'est-à-dire vis-à-vis de l'État, mais qui n'ont pas un caractère répétitif. C'est-à-dire, on ne va pas vous vérifier toutes les années, on ne va pas vous vérifier on va vous faire un contrôle fiscal chaque année. Par contre, pour ce qui est de la fiscalité ordinaire, ça rentre dans les dettes qui peuvent naître, par exemple, des impôts ordinaires qu'on paye avec l'activité ou à la fin de l'exercice sur le résultat. Ils ont un caractère répétitif lié à l'exploitation, et bien évidemment, il est toutes les dettes et les créances qui vont naître de ces opérations sont considérées comme relevant du cycle d'exploitation et bien sûr vont entrer dans le calcul du besoin de financement d'exploitation. Alors, le besoin de financement le besoin de financement hors exploitation est constitué des besoins, donc pour ce qui est des besoins, les créances diverses, les titres et valeurs de placement, et pour ce qui est des ressources, il est constitué de dettes sur acquisition d'immobilisation, dettes fiscales et autres dettes diverses. Donc, si vous voulez, pour calculer le besoin en fonds de roulement hors exploitation, le besoin de financement, pas besoin de, je dois régler ça. Donc, c'est le besoin de financement hors exploitation. Le besoin de financement. Voilà. Voilà. Donc, ça rejoint ce que je viens d'expliquer. Bien sûr, le besoin de financement hors exploitation, c'est l'actif circulant hors exploitation, moins le passif circulant hors exploitation. Alors, pour ce qui est de la trésorerie nette, son rôle est primordial. Donc, toutes les opérations de l'entreprise, en définitive, à la fin, à un moment ou à un autre, vont se matérialiser par des flux d'entrée ou des flux de sortie de trésorerie. Et in fine, nous allons soit décaisser pour régler les dettes qui sont nées que ce soit d'opérations d'investissement ou d'opérations d'exploitation, et la même chose à un moment ou à un autre où on doit encaisser les créances qui sont nées que ce soit au niveau de l'exploitation ou au niveau de l'actif. Donc la trésorerie nette exprime
le surplus ou l'insuffisance de marge de sécurité financière après le financement des besoins après le financement du besoin de financement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le financement du besoin de financement? Autrement dit, on a une somme d'argent qui est représentée par le financement, par les ressources stables. Alors, ces ressources stables, on va commencer par financer les emplois stables, c'est-à-dire la structure de l'entreprise qui va nous servir pour l'activité. Il va rester donc un surplus, un premier surplus qui est celui de le fonds de roulement fonctionnel. Alors, après avoir calculé le besoin de financement, on va faire la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Ça va générer un besoin de financement. Ce besoin de financement, il va être financé par le fonds de roulement fonctionnel. Et ce qui va rester, c'est la trésorerie. Alors, ce qui va rester, ça peut être cette différence. Il se peut que le fonds de roulement fonctionnel finance la totalité de la différence entre l'actif circulant et le passif circulant, et il va demeurer encore un peu d'argent. Dans ce cas-là, on a une trésorerie positive. Mais si ce n'est pas suffisant pour financer ce qui nous manque pour couvrir l'actif circulant, on va avoir une trésorerie négative. Donc la trésorerie nette, elle est égale au fonds de roulement fonctionnel moins le besoin de financement global. Ça peut se calculer également en confrontant la trésorerie active et la trésorerie passive, ou trésorerie active et trésorerie passive, avec un tiret. Donc trésorerie active moins trésorerie passive. Alors là, vous avez dans ce tableau, vous avez ça résume. Donc au niveau de l'actif, vous avez les montants bruts, et bien sûr le passif aussi brut, c'est en rajoutant parce que là ça n'a pas de sens, j'enlèverai ce brut, ça n'a pas de sens puisqu'on va rajouter. Voilà. Bon. Alors. Donc, 1 moins 2, ça va vous donner le fonds de roulement fonctionnel. Après, vous avez l'actif circulant d'exploitation. L'actif circulant hors exploitation, passif circulant d'exploitation, passif circulant hors exploitation. Donc, vous avez le 3 moins 4. Ça va vous donner le besoin de financement global. Besoin de financement global. Et vous avez le 5 moins 6, ça va donner le besoin de financement hors exploitation. Pardon, besoin de financement d'exploitation, besoin de financement hors exploitation. On fait la somme des deux, on a le besoin de financement global. Alors, la trésorerie passif, trésorerie actif. Donc ici, vous avez le 7 moins le 8, ça va vous donner la trésorerie nette. Cette trésorerie nette peut être calculée de deux manières, soit en la trésorerie active moins la trésorerie passive, ou on peut la calculer en faisant donc le fonds de roulement fonctionnel, ici, fonds de roulement fonctionnel moins la somme des deux, moins la somme, moins le fonds de roulement fonctionnel, moins le besoin de financement global, le BFG. C'est la somme, donc le besoin de financement d'exploitation et le besoin de financement hors exploitation. Ça va nous donner
la trésorerie nette. Parce que, en fait, si vous faites, je ne sais pas si je peux le mettre ici, donc, en fait, pour arriver à la trésorerie passive, trésorerie active est égale à l'actif immobilisé moins, donc voilà, donc vous avez l'actif immobilisé, vous avez l'actif circulant, plus la trésorerie active est égale, bien sûr, pardon, ça c'est le total de l'actif. Donc la trésorerie active est égale à quoi? Est égale à l'actif moins l'actif immobilisé plus l'actif circulant. Et de la même manière, la trésorerie passive est égale à l'actif ou le passif, c'est la même chose, donc puisqu'ils sont égaux, passif moins le passif circulant. Donc, comme je dis, le passif circulant, c'est les deux passifs circulants d'exploitation et hors exploitation, plus, pardon, le financement permanent, plus le passif circulant. Donc, si vous faites la trésorerie active moins la trésorerie passive, vous allez obtenir, donc vous allez la trésorerie active moins trésorerie passive, donc est égal à actif moins actif immobilisé moins actif circulant, moins, donc passif et l'actif c'est la même chose, donc je vais mettre moins passif, moins plus financement permanent, plus passif circulant. Donc si vous voulez là actif moins passif c'est la même chose, et ça va vous donner donc si vous faites le calcul, ça va vous donner financement permanent, autrement dit ici on rassemble ça, donc financement permanent moins actif immobilisé, et vous faites moins, entre parenthèses, passif circulant, je ne sais pas, je vais le mettre ici, donc c'est financement permanent moins actif immobilisé, moins, donc je mets entre parenthèses, passif circulant, donc, pardon, actif circulant, moins passif circulant. Donc vous allez retrouver ici moins actif circulant et plus passif circulant. Autrement dit ici, financement permanent moins actif circulant, c'est le fonds de roulement fonctionnel. Et là, moins le besoin de financement global. C'est l'actif circulant moins le passif circulant. Donc vous voyez que la trésorerie active moins trésorerie, je vais effacer tout cela. Donc la trésorerie nette est égale à la trésorerie active moins la trésorerie passive, et elle est égale au fonds de roulement fonctionnel moins le besoin de financement global. Alors, pour ce qui est de la trésorerie et l'équilibre financier, première situation, on a un besoin de financement global positif, c'est-à-dire il y a un besoin de financement, c'est-à-dire que l'actif circulant est supérieur au passif circulant. Alors, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le premier, c'est la situation 1.
c'est que donc on est toujours dans ce besoin de financement, besoin de financement global positif. Alors, on a un fonds de roulement fonctionnel positif, c'est-à-dire que l'ensemble des emplois stables sont financés par les ressources stables, il demeure une petite marge. Et bien sûr, le besoin de financement global est supérieur à zéro et on a une trésorerie nette supérieure à zéro. Donc, on est dans une situation normale. Le fonds de roulement couvre le besoin de financement global, il permet de dégager des liquidités. On a en plus, c'est une situation normale, à condition que l'argent ou la différence qui va demeurer au niveau de la trésorerie soit suffisante pour faire face, bien sûr, aux exigences brûlantes ou aux échéances brûlantes de l'entreprise. Situation 2, toujours pour un besoin de financement global positif, nous avons un fonds de roulement fonctionnel supérieur à zéro, un besoin de financement global supérieur à zéro, une trésorerie nette qui est négative. C'est-à-dire que il va nous manquer, donc, si vous voulez, de l'argent. Ça ne suffit pas. Le fonds de roulement fonctionnel ne couvre pas le besoin de financement global. Et bien évidemment, une partie de l'activité de l'entreprise est financée par la trésorerie. Donc dans cette hypothèse, le besoin de financement global est financé à la fois par des ressources permanentes, le fonds de roulement fonctionnel, et par des concours bancaires. C'est la trésorerie passive. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas d'argent, et en plus, donc on n'a pas suffisamment d'argent pour faire face pour financer donc les éléments ou pour régler ce qu'on a à régler immédiatement, ce qu'on appelle les échéances qui sont arrivées à terme. Mais en plus, donc, on fait appel à des concours bancaires, c'est-à-dire que nous allons émettre, par exemple, des chèques pour payer, même si on n'a pas d'argent en banque, et c'est le banquier qui va nous avancer l'argent pour financer. Situation 3, vous avez un fonds de roulement toujours, on rentre ici un fonds de roulement qui est inférieur à zéro. Pour les deux premiers cas, c'était un fonds de roulement fonctionnel qui est supérieur à zéro. Là, on a un besoin de un besoin de financement global qui est positif, c'est-à-dire que l'actif circulant est supérieur au passif circulant, c'est-à-dire qu'il reste une partie de l'actif circulant qui a besoin d'être financé, qui n'est pas financé par le passif circulant. Et en plus, là, vous avez une partie de l'actif immobilisé qui n'est pas financé par les ressources stables. Alors, le fait de dire que le fonds de roulement fonctionnel est négatif, ça veut dire que tout l'argent qu'on a comme financement permanent ne permet pas de couvrir la totalité de l'actif immobilisé. Rappelons que le fonds de roulement fonctionnel, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé, ou les ressources stables moins les emplois stables. Et c'est négatif, ça veut dire que les emplois stables sont supérieurs aux ressources stables, donc il reste une petite partie qui doit être financée. Le besoin de financement global est supérieur à zéro, ça veut dire que une partie de l'actif circulant aussi a besoin d'être financée, et comme on n'a pas d'argent qui reste après avoir financé l'actif immobilisé,
ça va être financé par la trésorerie, c'est la trésorerie passive. C'est-à-dire non seulement euh, l'actif immobilisé, non seulement une partie de l'activité circulante est financée par la trésorerie, mais aussi vous avez une partie de l'actif immobilisé qui est financée par la trésorerie. Et c'est une situation, très mauvaise situation. C'est une situation déséquilibrée et elle est extrêmement dangereuse car les concours bancaires couvrent non seulement le besoin de financement global et les disponibilités, mais également une partie de l'actif immobilisé. Donc, ça couvre aussi une partie de l'actif immobilisé. Et donc, si vous voulez, on est dans une situation où on compte sur des ressources qui ne sont pas durables pour financer des emplois durables. Alors, deuxième grande figure, c'est un besoin de financement global qui est négatif. Alors, l'actif circulant moins le passif circulant vous donne un montant négatif. Ça veut dire que le passif circulant est supérieur à l'actif circulant. Donc non seulement le passif circulant va financer la totalité de l'actif circulant, mais il va demeurer en plus une certaine marge. Donc c'est une ressource de financement. Et là aussi, on va voir avec un fonds de roulement fonctionnel supérieur à 0, les deux situations. Bien évidemment, avec un besoin, le fonds de roulement fonctionnel supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il va rester une marge après avoir financé l'actif immobilisé ou les emplois stables. Ça va se rajouter à ça va venir en plus de la marge qui est dégagée par la différence entre les ressources circulantes et les emplois circulants. Donc, si vous voulez, c'est un plus. Et vous avez une trésorerie, bien sûr, supérieure à 0, ce qui est tout à fait normal parce que il y a un excès dégagé par après avoir financé les emplois stables, par les ressources stables, et auquel va s'ajouter la marge dégagée après, ou la différence qui reste après avoir financé les emplois cycliques par les ressources cycliques. Bien sûr, ça va donner une trésorerie supérieure à 0. Donc, c'est une situation favorable, car les ressources de financement induites par le cycle d'exploitation, associées aux excédents de financement permanent sur l'actif immobilisé, permettent de dégager une trésorerie positive, donc confortable pour l'entreprise. La situation 2, toujours avec un fonds de roulement fonctionnel, avec un besoin de financement global négatif, on a un fonds de roulement fonctionnel qui est inférieur à 0. Un besoin de financement global toujours qui est inférieur à 0 et une trésorerie positive. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un fonds de roulement fonctionnel supérieur à 0, ça veut dire inférieur à 0, ça veut dire que les ressources stables ne financent pas la totalité des emplois stables, ne financent pas la totalité de l'actif immobilisé. Donc la partie qui reste à être financée va être financée par la différence dégagée après avoir financé l'actif circulant par le passif circulant. Et donc, dans cette situation, bien sûr, avec une trésorerie positive, dans cette situation, les ressources de financement circulantes, qui sont donc dégagées par l'excès du passif circulant sur l'actif circulant, vont couvrir la trésorerie nette de l'entreprise et une partie, c'est ça qui est dangereux, une partie de l'actif immobilisé. C'est-à-dire que vous allez financer des éléments durables par
des ressources qui, elles, ne sont pas durables, qui peuvent, de toute façon, c'est juste parce qu'elles se renouvellent que l'entreprise continue de fonctionner. Mais si jamais on vous réclame les dettes de court terme massivement, on risque de mettre en péril l'équilibre de l'entreprise. Alors la situation de 3, c'est toujours, donc vous avez un besoin de financement global avec négatif, avec un fonds de roulement fonctionnel qui est négatif toujours, un besoin de financement global négatif et une trésorerie nette négative. C'est aussi une situation déséquilibrée parce que ici, dans cette situation, le besoin de financement global qui est une ressource de financement ici, puisque le passif circulant couvre l'actif circulant et dégage une marge. Donc, cette marge qui est dégagée va financer, va financer ce qui reste à financer de l'actif immobilisé. Et la trésorerie négative, ça veut dire que une partie de l'actif immobilisé est financée aussi par les concours bancaires, c'est-à-dire par la trésorerie passive. Donc, c'est ce qui est commenté ici. Cette situation est totalement déséquilibrée dans la mesure où le financement permanent ne couvre qu'une partie de l'actif immobilisé. Cette insuffisance étant compensée par le passif circulant et le concours bancaire, c'est-à-dire la trésorerie négative. On n'a pas d'argent liquide, on fait tourner les choses donc au niveau de la trésorerie par le concours bancaire et comme je vous l'ai expliqué, on émet des chèques même si on n'a pas d'argent. Voilà donc pour ce qui est de ce cours et je vais essayer de vous enregistrer des exemples qui vont vous permettre de mieux comprendre. Merci et à la prochaine.